En 99, après une maladie, j'ai décidé là de convertir toute l'exploitation en bio, d'un seul coup. Et puis donc en 2007, Avril 2007. on s'est agrandi et on a repris une structure de 100 hectares qui était déjà en bio depuis 1976. Voilà. Et donc maintenant on a toute l'exploitation en agriculture biologique. Qui nous a donc converti, enfin qui nous a poussé à nous convertir, c'est principalement les suites de la vache folle. On n'avait plus de granulés d'acheter du commerce et puisque soi-disant à ce moment-là l'erreur venait des marchands d'aliments qui nous avaient mis des produits carnés dans les aliments des vaches, on a donc décidé de ne plus acheter d'aliments du commerce et on s'est mis à utiliser tout ce qu'on avait sur l'exploitation. Ça a mûri tranquillement. En 95, je me suis installé comme j'étais épicier bio. Et puis petit à petit, j'ai voulu produire mes propres légumes parce que voilà, je savais exactement ce que je sortais de mon champ, etc. Je voulais être autonome. On était en plein dans la chimie lourde, on va dire, pour la protection phytosanitaire des vignes. Première réflexion de quelqu'un qui a un petit idéal pour l'avenir, mais quelle terre allons-nous laisser à nos enfants? Parce qu'en fait, si je le dis un peu crûment, à la suite de cette question, on va tous crever si on continue à aller dans cette direction-là. Donc une recherche, disons, écologique à partir des années 70. Au mois de septembre 92, j'ai dit je vais faire 2 hectares. Au mois d'octobre-novembre, j'ai dit je vais en faire 6. Et puis en fin de compte, quand on arrive au mois de mars, j'ai dit c'est pas possible, on fallait 8. Donc je suis passé carrément à la biodynamie sur l'ensemble du vignoble. Je me suis dit, il y a quand même quelque chose sur la vigne, et notamment aussi sur le vin, parce qu'il faut que ça se traduise aussi sur les vins. Et donc, j'ai embrayé et j'ai mis une de mes vignes en biodynamie. J'avais la même démarche que Jean-Pierre en disant, si tu t'impliques, il faut t'impliquer totalement, en commençant par une vigne. Et les années suivantes, les vins ont continué à évoluer. Et c'est là, de fil en aiguille, j'ai dit, il y a quand même quelque chose qui se passe et je ne comprenais pas. Et mais le résultat était là. Et après, on a mis la totalité de l'exploitation. Et c'est comme ça que ça a démarré pour moi. Il faut qu'on comprenne que le sol est avant tout un milieu vivant et comprendre quels sont les différents groupes d'organismes et leur importance dans la durabilité du fonctionnement sol. La science, c'est en fait les agriculteurs qui la font à l'heure actuelle. C'est eux qui développent, qui cherchent. Il n'y a pas de primauté dans la recherche, elle n'appartient pas à une élite de la pensée. Un agriculteur, un viticulteur se devrait même de rechercher pour faire évoluer, pour qu'on puisse faire converger les idées, pour aller vers quelque chose de meilleur. Il faut pouvoir puiser à la fois dans le ciel et dans la terre. On considère qu'il y a l'horizon dit A, qui est l'horizon organique où se trouve toute la matière organique. Ce passage progressif du rouge au brun, c'est l'horizon B qui est à peu près ici. Puis quand on n'est plus que dans le rouge et le caillou, ça s'appelle l'horizon C, qui est l'horizon purement minéral. Voilà, on va dégager. C'est bien la première fois qu'on voit des scientifiques dans un trou et qu'on les regarde comme ça, alors que d'habitude, et donc c'est nous qui les regardons comme ça. En fait, ils nous l'ont dit, parce que la plupart du temps, c'est eux qui sont les cutéreux, et les scientifiques les regardent un peu en les toisant, nous on connaît tout, alors que là, en fait, c'était nous qui étions dans le trou, on leur posait des questions, qu'est-ce qui ne va pas, et on essayait de comprendre. Il y a des visions étonnantes, je trouve. Ils n'aiment pas la lumière, hein. Hop, hop. Ah non, c'est l'arrière que tu as montré. Là. Il y a 3 faunes qui vont travailler. Vous avez ici à la surface du sol toutes les pailles qui tombent. Là. Ça va être décomposé par une faune qu'on appelle la faune épigée, la faune qui vit au-dessus du sol. Et la faune va en fait décomposer ces pailles, faire des boulettes fécales. Sur ces boulettes fécales, en fait, ça va faire la matière organique, l'humus. Voilà un ver épigé, là, on voit là, voilà. Qui est en train de se nourrir. En train de se nourrir des pailles mortes. C'est typiquement un ver épigé, c'est des vers qui ne sont pas très gros, qui ne sont pas de très grande taille, mais leur travail va être de décomposer justement toutes ces pailles qui restent à la surface du sol.
Ensuite, au fond, toutes ces racines qu'on voit là, quand elles meurent, toutes les racines qui sont ici, quand elles meurent, il faut bien qu'elles soient mangées par quelqu'un, sinon le sol s'encrasserait de racines mortes et ça ne marcherait plus. Il y a une faune très particulière qu'on appelle la faune endogée qui va manger toutes ces racines mortes. Et puis ensuite, la grande faune qui va mélanger constamment le dessus du fond, c'est les vers de terre, ceux dont on voit les galeries ici. Ici, on voit qu'on est sur ce qu'on appelle un argilo-calcaire, un sol argilo-calcaire. On voit ici la roche-mère, hein, et c'est de cette couche géologique que va naître le sol. C'est-à-dire c'est les racines des plantes et les microbes attaquent les cailloux et les transforment en sol. Et surtout, les roches vont être attaquées par les racines qui sécrètent constamment des acides. Vous avez une racine qui est en contact avec un caillou, vous verrez qu'il y a toujours de l'argile autour de cette racine. Entre le caillou et la racine, il y a toujours de l'argile. Et puis il y a les microbes qui aussi sécrètent des acides. Et ils vont attaquer le caillou. Ils vont attaquer le caillou d'abord en pierre. Cette pierre va être transformée en sable, c'est-à-dire qu'elle va attaquer en éléments de plus en plus petits. Sable, puis limon, puis enfin on va arriver aux argiles. Là on a parlé du fond, comment l'argile se faisait, mais en fait là, il faut aussi qu'on ait une formation de matière organique. Et à l'heure actuelle, les agriculteurs, le monde agricole est toujours à faire un labour. Là, on voit très bien la semelle de labour. Et les agriculteurs, depuis 6000 ans, leur problème pour semer, c'est qu'il faut qu'ils aient ce qu'ils appellent un lit de semence, c'est-à-dire une zone grumeleuse, aérée, où la graine va avoir de l'oxygène et en même temps de l'humidité pour germer. Et on se rend compte que sans travailler, eh bien, l'homme fait une structure bien plus belle. Le sol est bien plus beau quand il est au point de vue structure que lorsque l'homme intervient avec sa machine où c'est tout compacté. Donc on voit que naturellement, rien que de laisser les pailles, de laisser la faune travailler, on fait une structure grumeleuse. Et là on a une belle opposition entre la structure grumeleuse de surface et la zone faite par l'homme à l'époque où il labourait, qui est très compacte. Vous voyez la semelle de labour, comme elle fait des structures géométriques par rapport aux deux autres de chaque côté. Voilà, qui sont très grumeleuses et le contraire. Donc chaque faune travaille bien dans son Et elle se défait, là, vous voyez, c'est du couscous. On dit que c'est du couscous, alors que ça, quand on va le défaire, vous voyez, d'abord j'ai plus de mal, et vous voyez comment ça se défait. C'est avec l'eau oxygénée à 110 volumes. Donc on va regarder, il y a une ébullition, le temps qu'elle dure. Donc là, il a une matière organique qui est vraiment active. La forêt est le seul système qui, les racines des arbres sont tellement puissantes qu'ils vont jusqu'à la nappe. Et quand on est dans les grottes souterraines, on voit l'eau ruisseler le long des racines des arbres. C'est que l'arbre, c'est une plante, la seule plante au monde qui permet de mettre en relation l'excès d'eau de pluie avec la nappe phréatique. Est-ce que le système racinaire va être dépendant du jardinier ou va pouvoir s'autosuffire? Un arbre qui est élevé en pépinière, la première chose qu'on va faire, on va lui supprimer son pivot racinaire, la racine centrale, pour ouvrir l'arbre à lumière, pour qu'il ait plus de fruits. Quand vous semez une graine dans le sol, la première chose qui sort, c'est un germe qui va descendre en profondeur. C'est le pivot central qui vient simplement ancrer la plante en profondeur et puis ensuite aller chercher l'eau en profondeur. Parce que cette plante, c'est un futur navire, si je puis dire. Le tronc, un mât, le système racinaire, une coque de bateau, et puis le système foliaire, mais c'est la voile du bateau. Donc il va falloir avoir une tenue mécanique pour cet arbre. Vous supprimez le pivot racinaire. Donc cette capacité d'aller chercher l'eau en profondeur, terminée. Donc une plante qui va être en permanence en appel de détresse. Si elle est en appel de détresse, elle libère des gaz, alerte, il y a une attaque. Elle prévient les congénères. Donc une plante qui sera en permanence attaquée par des ravageurs. Le modèle naturel, donc c'est la forêt. C'est difficile d'avoir une porosité plus extraordinaire que le sol de forêt parce que lui, il n'est plus touché du tout. Tout le système biologique est en train de le restaurer. Donc il est incroyablement aéré. Les racines-feuilles de ce boulot, c'est ces racines-là qui servent aussi à nourrir la faune. Elles ne servent pas à absorber dans le sol. Là, je pense que le test, vous pouvez fines. sentir la terre. Je pense que si vous êtes au-dessus du trou, vous la sentez déjà. C'est incroyable. Il y a un parfum, on sent déjà la terre même autour du trou.
quoi? Jasmine, en grec, parfum de la terre. Ah oui. Voilà. La terre a une belle couleur déjà. Elle n'est pas vieille cette forêt, mais déjà il y a une couleur sombre qui apparaît sur le sol. On voit nous des sols changer en intensité de couleur en 5-6 ans, simplement par changement de travail de l'agriculteur. C'est-à-dire que l'homme est vraiment capable de faire évoluer un sol, de l'enrichir en matière organique. Donc, si on l'enrichit en matière organique, on va se diriger dans cette partie-là, on va aller vers la matière organique, vers quelque chose de plus sombre. Si au contraire on l'appauvrit en matière organique, on va au contraire éclaircir le sol. Il est même en train de changer. Vous voyez, quand il remonte, il change même de couleur. Il passe de cette planche-là à cette planche-là. Il change carrément de planche. Il devient beaucoup plus... On est ici. Ou là, je ne sais pas. Plutôt là, oui, on est là. Et on a carrément changé de planche. L'homme, en travaillant, arrive à faire évoluer un sol. On lui fait passer bon, c'est des termes anglais, hein, yellow red. On le fait passer on le fait changer d'intensité de rouge. On va vers quelque chose de... C'est ce qu'on appelle le phénomène de brunification des sols. Il devient de plus en plus brun. Ça, c'est un sol qui évolue normalement. Donc, il passe d'une rubéfaction vers une brunification. Vers une brunification, il s'oxyde de plus en plus. Et ça, pour nous, c'est des tests intéressants. On a vu des sols changer de couleur de façon impressionnante chez les clients. Simplement, chez les agriculteurs qui ont simplement changé de pratique agricole, ils ont fait évoluer leur sol différemment. Hop, voilà, ça fume. Il y a une fumée. La matière organique qui réagit très très bien. Là. Alors là, on en a encore même plus que... Vous la voyez là? On s'est dit, si ça fonctionne depuis des milliers d'années, des millions d'années, il faut qu'on essaie de copier ce fonctionnement à l'agriculture. Bien sûr, pas en mettant des arbres, mais en essayant de travailler sur les couvertures. Il faut essayer de faire travailler la nature pour nous, avec nous, au lieu de travailler contre elle. Il faut travailler avec elle. Il faut la connaître. Mais il y a toujours des surprises, puisqu'il y a le temps qu'il fait, il y a plein de choses. Hein. C'est le plus grand défi, je trouve, pour l'agriculteur. C'est comment redonner vie, comment redynamiser un sol. Si vous avez un sol, un support qui est stérile, qui est mort, bien forcément, on aura peu d'effet. La dégradation est toujours la même. Première étape de dégradation d'un sol, sa mort biologique. Comment on fait pour faire mourir biologiquement un sol? On met des engrais chimiques dedans. En mettant des engrais chimiques et en labourant profondément, qu'est-ce qu'on provoque? On provoque la minéralisation de la matière organique. C'est-à-dire que dans la nature, dans les sols, il y a deux grands groupes d'organismes. Vous avez les champignons, qui fabriquent de l'humus, qui on va voir fabriquer les sols. Et vous avez les bactéries qui minéralisent et qui donnent à manger aux plantes. C'est deux groupes complètement différents. Les champignons servent à faire du sol, les bactéries servent à nourrir les plantes. Si vous mettez des engrais chimiques et si vous labourez profondément, on va voir que le labour tue les champignons et les engrais chimiques favorisent les bactéries. Vous allez favoriser la minéralisation et vous allez arrêter l'humification. Qu'est-ce qui va se passer? Le taux de matière organique va chuter. Derrière un labour, en fait, on laisse le sol à nu. La faune épigée a besoin de déchets végétaux pour se nourrir et pour vivre, il n'y a plus rien sur un labour. Donc en fait, vous détruisez toute cette faune, toute cette microbiologie. Il y a la carrière qui va grimper dessus. Là. Ah non, il y a les poils qui l'embêtent. Si, il y arrive quand même. Tiens, hop, et voilà. Ouais. On croit que le sol, c'est un milieu fermé. C'est beau, hein? Ah, mais c'est le reste de la... c'est le reste d'un puceron. Et puis ils font des micro-galeries, et donc ça fait que le sol respire. Le fait de ne jamais laisser la terre nue, jamais de terre comme on la voit à l'heure qu'il est, juste à part au moment du semis. Donc la terre est toujours couverte par des plantes. Alors par des plantes soit qui enrichissent le sol, genre légumineuses ou crucifères, soit qui le nettoient, genre prairie quoi. Voilà, c'est du blé bio. On est devant une culture intermédiaire qui a été implantée au mois d'août 2008, l'année dernière. Donc c'est un mélange de vesses, avoine, moutarde. Donc voici les vesses avoine qui ont été détruites par le gel pendant l'hiver et qui vont nous servir d'engrais, de fumier pour la récolte de blé qu'on est en train d'implanter. Ça donc, les vesses et l'avoine, ça apporte la partie azotée. Et avec, nous semons de la moutarde qui, elle, a un rôle de travail du sol. On voit les racines
qui descendent en profondeur, des racines pivotantes. Cette moutarde, elle nous sert aussi à piéger tous les nutriments qui seraient perdus pendant l'hiver à cause des pluies, du lessivage. Voilà. Donc c'est ça la base de notre travail. Et là, donc, nous implantons du blé en direct dans cette interculture qui ne sera pas fertilisée. Donc nous passons le semoir aujourd'hui et le prochain passage, ça sera la moissonneuse au mois d'août. Et donc on met le blé en bonne position pour la germination et donc il n'y aura pas de relevé de mauvaises herbes ni et ça coûte aussi beaucoup moins cher. On n'a pas besoin de beaucoup de traction. Vous voyez qu'un tracteur de 100 chevaux, on implante environ entre 25 et 30 hectares de blé par jour en un seul passage. Alors qu'en conventionnel, il faudrait labourer, passer la herse, le rouleau, le désherbant, les engrais et tout. Nous, voilà, en un seul passage. Hormis un passage de rouleau qui s'est effectué pendant l'hiver quand il gelait pour bien détruire ce fameux couvert. Et là, on voit que tout l'effet du roulage est du gel. C'est le gel qui est le plus important, qui fait office de désherbant. Je creuse un tout petit peu et voilà le but, ce qu'on recherche. Vous voyez, on est début mars et il y a déjà des vers de terre qui sont en surface. Ça serait au mois d'avril-mai, il y en aurait à foison, quoi. Et c'est eux nos ouvriers. Voilà, vous voyez des magnifiques vers de terre. À tous les coups de couteau, on trouve des vers de terre. Et ils nous travaillent notre sol aussi. En fait, il vit dans des galeries. La nuit, il remonte, il fait un turicule. En fait, il fait ses excréments, ce qu'on appelle le turicule. Il redescend au fond, pareil, il prend de l'argile et lui va brasser sans arrêt les argiles du fond avec l'humus. Et c'est lui, dans le corps, dans son estomac, en fait, il a une glande qui s'appelle la glande de Morène, qui est très très riche en calcaire. Et c'est lui qui, en fait, à l'intérieur, va faire le complexe argilo-humique. Donc en fait, les vers de terre sont très importants. Alors eux, ils digèrent toute la matière organique qu'on leur donne à manger, là, tout ça, ils vont tout digérer ça, et ils vont restituer des éléments fertilisants qui sont quasiment directement assimilables par le blé qu'on est en train de semer. Et quand on étudie les turicules, c'est rempli de potasse, de phosphore, d'azote. C'est-à-dire que c'est une remontée biologique des éléments. C'est l'inverse de la pollution des nappes phréatiques. La vie remonte constamment les éléments. Là, on commence à comprendre pourquoi des systèmes peuvent fonctionner pendant 70 millions d'années. C'est que chaque fois qu'un élément descend, de l'azote, de la potasse, il est remonté par la faune. À partir du moment où vous n'avez plus de faune, il n'y a plus de remontée. Et vous allez rentrer dans ce qu'on appelle la dégradation chimique. Les éléments n'étant plus remontés, ils vont se lessiver. On appelle ça en fait la lixiviation. Lixiviation pour les ions, lessivage pour les argiles et les éléments grossiers. Et vous allez retrouver des éléments dans les rivières, dans les nappes phréatiques, nitrate, phosphate dans les rivières, magnésie, potasse, etc. Votre sol perd ces éléments. Sans apporter d'engrais, sans fongicides, insecticides, herbicides et compagnie. Donc je pense quand même qu'on doit améliorer nettement la qualité des eaux. De par nos pratiques, puisque de toute façon, on n'emmène rien sur nos parcelles, donc obligatoirement l'eau doit être potable en sortant de l'autre bout. Notre système est très très économe en intrants, tous les intrants, que ce soit l'eau et tout. Tous nos amendements, tous nos engrais verts, on les produit sur la ferme. Nous, on n'est pas éleveurs, donc si vous voulez, on ne fait aucun apport, on ne retransforme pas nos productions de paille ou de foin en fumier, comme le font les éleveurs. Quand j'ai démarré en bio, on m'a dit que de toute façon, le fumier, il fallait qu'il soit quand même un petit peu dégradé pour éviter le travail de la terre. Parce que ce qu'on fait avec du compost, c'est qu'on apporte à la terre des micro-organismes. Et non la terre qui est obligée de travailler pour décomposer du fumier. On apporte des éléments nutritifs beaucoup plus assimilables rapidement, non lessivables, et c'est ça qui m'a fait partir dans le compost. Toute la matière organique qui est sur l'exploitation est recyclée par le compost. Des fanes, de l'herbe, la paille des poules, des branches broyées, des fruits qui ne sont pas vendables, qui sont abîmés, pourris, etc.
Donc je l'ai tamisé, je l'ai préparé hier soir, je l'ai tamisé, je l'ai passé au crible et puis voilà. Pour essayer d'avoir le moins d'herbe possible, parce qu'il y a toujours un petit peu d'herbe quand même, de racines. On sort le fumier en andin, c'est-à-dire bennes les unes au bout des autres pour faire un andin. Et après, au bout d'un mois qu'il a chauffé un petit peu, on passe cette machine-là dedans pour le retourner, pour l'aérer, pour l'oxygéner. Donc on est en train de démarrer des essais donc, avec la Chambre d'agriculture. Donc ils vont venir contrôler la qualité des composts. Donc on va mesurer la surface qui va être épandue, on va peser le tonnage de compost dans l'épandeur. Donc on aura une idée de la quantité épandue à l'hectare. Là, je ferai un flacon pour l'analyse bactériologique et un flacon pour connaître la valeur agronomique du compost. Le dosage en éléments fertilisants majeurs, l'azote, le phosphore et la potasse. Et dans le petit flacon, on va doser les petites bêtes. Et à terme, on mesurera la quantité récoltée. Donc on va faire deux tonnages différents. On va faire 10 tonnes hectares et puis 20 tonnes hectares. Et ensuite, on ira jusqu'à la récolte pour voir quelle est la dose de compost qui permet d'atteindre le rendement maximum. Moi je le fais à base de fumier de vache, fumier de cheval, poussière de chanvre, basalte et préparation. Alors là vous avez l'ortie, là vous avez le pissenlit, vous voyez, qui est très... C'est les fleurs de pissenlit en fin de compte qu'on a mis aussi. Donc vous voyez c'est très, très colloïdal, un peu humide. Voilà. Là vous avez l'écorce de chêne. Alors elle qui est généralement toujours plus sèche, on a toujours du mal à la faire de manière colloïdale, qui est toujours plus sèche. Là vous avez l'aquilée millefeuille. Là elle est séchée aussi, mais bon d'habitude on arrive à avoir quelque chose d'assez colloïdal aussi. Et la dernière, la camomille. Là, on prend tous notre bâton de pèlerin et on va mettre les préparations. J'ai fait essai avec préparation, sans préparation, et quand on a mis les préparations tout au départ de la fermentation, il ne faut pas attendre que le compost ait démarré, les températures se régulent toutes seules. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça se passe. Et la qualité du compost est nettement supérieure. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer en biodynamie. Parce qu'il existe une agriculture qui s'appelle l'agriculture biodynamique, qui base sur les plantes des extraits de plantes. C'est de la médecine naturelle des plantes, mais nous on ne le fait pas, peut-être qu'on le fera un jour, je ne sais pas, c'est assez difficile à maîtriser. Des macérations, tout ça. Mais ceux qui se sont lancés là-dedans, ils ont tous des très bons résultats. Et la dernière préparation qui est la valériane, elle vient par-dessus, on l'épand avec une petite pompe, voilà, on arrose le tas. Pour faire une peau, on dit que c'est la peau du compost de la valériane. Oui, parce que là, ils ont des rendements quasiment égaux au rendement de l'agriculture conventionnelle. Donc pour réaliser ça, il faut un semoir qu'on appelle un semoir à semis direct, un semoir à disque. Et on passe directement, sans aucun travail du sol, dans le champ de couvert, d'engrais vert. En labourant, on minéralise, c'est-à-dire qu'on ne stocke pas, on ne fait pas de matière organique, on solubilise les éléments et ils sont lessivés. Alors que là, le semi-direct, d'abord vous ne labourez pas, et puis ça va stocker de la matière organique, puisque la faune va faire que ça va devenir de l'humus. On stocke, en faisant du semi-direct sous couvert, 5 tonnes de CO2 à l'hectare. Sous l'effet du gel, le couvert, que voilà, il est mort. Et il est en train de se dégrader. Et le blé,
On voit le blé dedans, qui est magnifique, qui est plein de vie. Regardez un peu en dessous, comment c'est nickel. Donc c'est le couvert qui empêche les mauvaises herbes de pousser et qui fournit l'azote. Les gens utilisent dans beaucoup de pays du glyphosate pour détruire le couvert. Et le glyphosate, c'est vraiment une des molécules les plus embêtantes, toxiques. Là, cet agriculteur ne va pas utiliser de glyphosate puisqu'en fait, il a utilisé un couvert qui va geler. Donc, il n'aura pas de problème parce que c'est vrai que s'il n'est pas détruit et que les graines vont polluer la plante qu'il va cultiver, donc le glyphosate la détruisait. Mais donc le gel peut la détruire. Et on peut le détruire avec le rouleau FACA. Cette parcelle-là, on va la suivre. Vous reviendrez, on la suivra jusqu'à la moisson. Ça a bien poussé. Le blé était tout petit à l'époque. Là, il a déjà bien grandi. Et puis le fameux engrais vert, il commence de disparaître. Il n'y en a quasiment plus, quoi, sur la surface du sol. Vous avez vu toute l'évolution, puis aujourd'hui on approche de la moisson, puis on s'aperçoit que c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est une parcelle qui n'a reçu aucun fertilisant depuis 5 ans. Puis on voit que le blé, il peut faire un bon rendement, et puis que le salissement est comment dire, acceptable. En bio, c'est pas mal. C'est pas propre, mais enfin, c'est pas mal. Il n'y a eu aucun travail du sol. Hein. Aucune intervention depuis le 22 octobre, le jour où on a semé. On n'a rien fait. On a tout laissé faire la nature. Voilà. On s'aperçoit que les chardons, ils sont complètement défoliés. On voit les tiges là, il n'y a plus de feuilles. Ils sont complètement mangés. Hein. Alors que le blé n'a pas été touché. Hein. Ça veut donc dire que la nature, elle compense la présence de chardons par la présence de chenilles. Pour nous, c'est une découverte. Hein, parce que les chardons, c'est un de nos gros problèmes. En matière de vivaces, de mauvaises herbes, on s'aperçoit qu'en les laissant, faut vivre avec, faut accepter de les voir passer par-dessus le blé, mais on s'aperçoit que les chardons ont des ennemis. Si c'est nos ennemis à nous, mais eux, ils ont des ennemis aussi. Hein. C'est très très technique. Pour les cultures d'hiver, on peut semer en direct sans problème, la preuve, voilà, on a essayé, donc la parcelle là, elle est bien. Par contre, en semis de printemps, ce qu'on nous a préconisé, mais ça on ne le savait pas avant, c'est de faire un léger travail du sol pour réchauffer la terre au printemps, parce qu'ici on a des terres quand même qui ne se réchauffent pas facilement, on est sur le plateau de Langres, et voilà. Donc la parcelle qui est en face, c'est un essai, c'est du semis de printemps là, parce que le trèfle on le laisse dans un souci qui nous apporte, donc c'est une légumineuse, le trèfle qui nous apporte l'azote pour le blé. Mais là il concurrence trop le blé. Donc on va poursuivre, on va s'apprendre au fil du temps, et l'année prochaine on recommencera, mais en détruisant le trèfle. Et détruire comment vous allez... Simplement avec un passage d'outils de travail du sol quoi, genre canadien avec des dents pas de doigts pour le couper les racines quoi. Voilà. Que là on a fait juste un tout petit travail superficiel pour aimer un peu la terre sans détruire le trèfle. On voit qu'il a pas pris le dessus, mais il a quand même concurrencé le blé. Positif pour les céréales d'hiver, pour les céréales de printemps, je dirais mitigé hein, quand même. Faut pas non plus. C'est des essais, hein. On sait très bien que les essais, c'est des essais. Hein. On apprend autant dans une parcelle qu'on a ratée ou mal réussi qu'avec une parcelle qu'on a bien réussi. C'est nous qu'après qui allons sélectionner les meilleures méthodes, hein, parce qu'il n'y a personne qui le fait à notre place. On doit tous être des chercheurs parce qu'on est en contact tous les jours avec notre nature. Il faut un peu descendre du tracteur et puis aller la regarder de près et de connaître son sol. Parce que c'est la curiosité aussi d'être chercheur, c'est d'être curieux. Le plus gros souci pour le maraîcher, c'est la maladie du mildiou sur la tomate. Et que voilà, on est en train de monter un protocole pour voir donc sur huile essentielle et sur infusion, voir ce que ça va donner, si on arrive à éradiquer la maladie et dans quelle proportion. Je me réapproprie un certain savoir-faire. Faire une infusion, ça paraît anodin comme ça, mais quand j'organise des formations, bien des professionnels ne savent plus ce que c'est qu'une infusion. Pratiquer une décoction, donc maîtriser les températures, etc. Ce qu'on essaye de faire chez Xavier, par exemple, sous forme de protocole. Après, donc on a laissé une demi-heure frémir, et puis on a coupé. Et on n'a surtout pas ouvert le couvercle, le temps que c'était chaud,
Comme ça, toutes les matières actives sont restées bloquées dans le récipient et on va pouvoir les mettre en pulvée. Allez, on filtre. Donc pour préparer ça, en fait, on a mis 5 litres d'eau, 125 g de plantes Kona fragmentées, parce que normalement elle est beaucoup plus grande que ça, pour libérer le principe actif recherché. Donc un antifongique, mais toujours là en préventif. L'objectif, c'est de se passer à 100% du cuivre. Je sais que c'est possible. Maintenant, c'est trouver le bon mode préparatoire. Ça, c'est pas évident. On vient simplement, à un moment donné opportun, glisser une préparation qui vient potentialiser le système de défense de la plante ou sa croissance, etc. Mais en aucun cas, on vient se substituer à une molécule de synthèse quand vous l'apportez. Donc le végétal va l'absorber directement, sans passer par les micro-organismes du sol. Donc on se retrouve avec des engrais particulièrement solubles au détriment de ce qui est nécessaire à la plante. Donc vous avez souvent des champs de maïs ou des champs de blé qui sont luxuriants, qui sont superbes, mais qui sont complètement déficients dans leur système de défense. Donc on doit amener le sol et la plante à élaborer par elle-même, à mettre en place un processus. Comme on va être dehors, celles-là n'ont plus, elles ne vont plus avoir d'eau que par la fraîcheur de la nuit et par la pluie qui va tomber, si elle en tombe. S'il ne pleut pas au bout de 15 jours, il n'y a plus de réserve d'eau. Ici, si on habitue les plantes à être arrosées, et dès le premier coup de sec, elles sont en stress et elles chopent la maladie, et puis voire même mourir, griller carrément. Parce qu'il faut savoir que sur le feuillage, la plante, tout ça, ce sont des capteurs. Donc là, cette heure-ci, sont fermés les capteurs. On a fermé les volets, il fait chaud, la plante, elle se défend là, donc elle ferme. C'est comme quand il fait chaud, chez nous, on ferme les volets, donc là, c'est pareil. Mais donc, par contre, la nuit, elle va les ouvrir. Et là, elle va capter toute l'hygrométrie ambiante de la nuit, de la fraîcheur de la nuit, pour pouvoir se refaire des réserves en eau. Donc ça, quand on coupe les entre-nœuds, ce que vous voulez, là, les drageons, ce qu'on veut, la plante, on lui retire cette capacité de pouvoir se défendre elle-même. C'est la sauge d'Afghanistan, le Perovskaya triplicifolia d'ailleurs. Si on observe sa feuille avec une simple binoculaire ou même une petite loupe qui grossit 10 fois, 20 fois, on va voir plein de petites billes. Ce sont des poches à essence. Et dedans, c'est bourré de principes actifs qui, en l'occurrence, ont une fonction fortement insecticide. C'est-à-dire que les pucerons, les cochenilles, une simple infusion de cette plante, et on pourrait exterminer en partie, l'idée c'est de ne pas tout détruire, mais exterminer partiellement des cochenilles et des pucerons. Celle-ci, c'est la menthe poivrée, donc on ne peut pas l'ignorer. C'est vrai que le monde des plantes, le monde des menthes est très divers et varié, mais celle-ci, sa particularité, c'est sa concentration en principes actifs qui peuvent être relativement efficaces sur des pucerons, des chenilles, des choses comme ça. Donc sous forme d'infusion, je viens l'associer à d'autres plantes comme la sauge, comme la rue, comme la saponaire. Donc c'est des mélanges souvent de 3 à 4 plantes qu'on a peaufinées, si je puis dire, et qui ont un spectre d'action assez intéressant sur des indésirables. Alors en même temps, c'est rigolo parce que quand on l'utilise en pulvérisation, celle-ci, ça sent franchement la menthe poivrée, quoi, on ne peut pas dire autre chose. Donc c'est très agréable. On n'a plus ces odeurs de produits de synthèse, etc. Donc il y a déjà l'odeur, l'efficacité bien évidemment, parce que c'est ce qu'on recherche en premier. Et puis encore une fois de plus, l'aspect totalement biodégradable. Là on a une autre plante, la rue, c'est Ruta graveolens. C'est vraiment une plante qui est redoutable sur le dorifort de la pomme de terre. Elle fonctionne à merveille. On a le purin de consoude, donc on a ennobli le terme, c'est une connotation un peu moins moyenâgeuse parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. Extrait fermenté de consoude,
donc qui favorise l'épaississement de la cuticule foliaire. Donc sur un plant de tomate, ça va être plus coriace. Donc c'est une barrière mécanique contre les ravageurs. C'est la consoude officinale. pH redox conductivité. 17,5 de température et on avait 176 millivolts en résistance. Pour 10 litres, on a 5 centilitres. Ça va quand même sonner bien. Ça c'est l'ortie. Maintenant on va mettre la consoude. L'extrait fermenté de consoude, aussi bien que celui de l'ortie, là on a l'ortie à côté, c'est intéressant, c'est des plantes, on peut les associer toutes les deux. La consoude c'est l'aspect nutritionnel qui sera recherché, puis l'ortie, elle contient des acides aminés. Des acides aminés qui ont une fonction élicitrice. L'ortie vient renforcer le système de défense de la plante. Quand je pulvérise un extrait fermenté d'ortie sur mon plant de tomate par exemple, eh bien mon plant de tomate sera plus à même d'aller décrypter le point faible du ravageur. La semaine dernière, on a planté les tomates dehors et dans le tunnel. Maintenant, ben voilà, c'est leur semaine à recevoir donc un petit peu d'extrait fermenté, de biostimulants. En fait, si on veut qu'une plante puisse se défendre, il faut qu'elle ait assez de vigueur et assez de vie. Donc on la porte par les biostimulants. Je pense que si on refaisait ses propres semences, chacun, on aurait sûrement moins de mildiou, moins de maladies parce qu'elles seraient acclimatées. Si on regarde déjà en fruits, les fruits c'est flagrant. On a des fruits locaux qui poussent très bien. On peut, avec l'association consoude ortie ou ortie-algue, limiter entre 50 et 80% les attaques de mildiou sur une vigne. C'est merveilleux, on n'a plus besoin d'arriver en pompier après. On est foncièrement en préventif. Ce qu'on a comme moyen avec la biodynamie aussi pour favoriser la maturation, c'est donc la préparation 501, la poudre de roche, la poudre de quartz. La silice et le cristal de roche en particulier, ils laissent passer la lumière, c'est-à-dire pour moi, c'est la lumière qui s'est cristallisée dans l'incarnation des planètes silicatées, c'est-à-dire la solidification de la matière. Parce qu'en fait, on le reçoit sous forme cristallisée, et après, il faut qu'on le réduise en poudre comme de la farine. Et on fait ça entre deux plaques de verre, jusqu'à temps qu'effectivement, ça colle au verre. Et en fait, on transforme un minéral en colloïde. Et ça, c'est assez extraordinaire quand même. Je crois que dans la nature, ça ne se fait pas. C'est l'homme qui permet de faire ça. Et je dis toujours de façon humoristique, quand on fait cette préparation-là, on boit de la lumière. Il y en a tellement qui boivent du noir, nous on boit de la lumière. Et donc c'est ça ce qu'on va voir pulvériser donc tôt le matin pour favoriser la maturation à la fois des raisins, mais aussi la maturation des bois. On remet d'énergie lumineuse et solaire, si on peut le dire, mais surtout, on améliore la photosynthèse. Et ça, dans nos régions, c'est extrêmement important, parce qu'on est des régions nord pour la culture de la vigne. Ici, en Champagne, améliorer la photosynthèse quand il y a des problèmes de champignons, et surtout de botrytis. Le mildiou, on n'arrive pas vraiment à juguler avec la silice, mais le botrytis, jusqu'à présent, on n'a jamais eu trop de botrytis depuis qu'on fait la biodynamie. C'est notre eau de pluie. C'est une préparation donc, qui va être donc, pulvérisée 35 litres à peu près à l'hectare, donc à raison de 4 grammes de silice à l'hectare, donc dynamisé tôt le matin, donc à partir du lever du soleil. Donc ce matin c'était à peu près vers 5h30 où on a démarré la dynamisation. C'est un brassage donc, de création de vortex. Une fois que le vortex est créé, donc, va changer de sens, va s'inverser et donc créer un chaos pendant 1 heure qui est aussi
un temps, on va dire un temps cosmique. Hein. La montre à quartz le montre bien, c'est la grande aiguille qui fait un tour complet. On n'a rien inventé, on a tout perdu. Ça, c'est le temps cosmique, ça. Alors je m'oblige à porter une montre avec des aiguilles, parce qu'en fait là il y a le rythme de la Lune et le rythme du Soleil. La Lune fait le tour du zodiaque en, pas tout à fait un mois, on va dire un mois, c'est 29 jours et quelques, mais en un mois, et le Soleil le fait en un an. C'est-à-dire qu'une complémentarité d'influence, si on peut dire. Je ne voulais pas être vigneron, je voulais être astronome. D'où, in fine, je vais tout de suite à la fin, le lien avec la biodynamie, avec la relation des préparations qu'on passe dans des moments cosmiques précis. Ça m'a tout de suite convenu au niveau de la philosophie, on va dire, quoi. Après, il y a tout l'aspect de la chaîne de vie qui va des profondeurs du sol, avec les micro-organismes du sol, jusqu'aux influences les plus hautes du cosmos. Et ça m'a bien plu, déjà dans l'idée. Mais dans la réalité, quand on passe les préparations biodynamiques, on voit une vitalité du sol qui est extraordinaire. C'est une terre qui est très légère, très structurée. Quand vous marchez, vous sentez que c'est souple, quoi. La vigne, elle demande à être un petit peu en sous-alimentation, plutôt que d'être en suralimentation, pour éviter justement une pousse excessive, sensibilisation de la plante et donc maladie. C'est vrai que c'est un équilibre aussi à trouver, parce qu'on s'est rendu compte cette année en fait que une vigne qui avait eu du mal à pousser en début de végétation, on l'avait restimulée donc avec une préparation biodynamique, donc la 500 préparée, mélangée aussi avec des extraits fermentés d'ortie. Et donc cette vigne a redémarré, on a vu vraiment l'efficacité aussi de cette préparation, mais on a eu aussi d'un côté un excès de vigueur. Et un excès de vigueur, donc qui dit excès de vigueur, dit sensibilité plus forte. Et c'est donc cette vigne-là qui a été la première touchée donc aux parasites, au mildiou. Il faut vraiment réussir à trouver aussi l'équilibre et les doses en fonction de la vigueur de la vigne. C'est une des conditions de réussite, c'est d'être très présent dans les vignes. Il faut être à l'écoute un peu aussi de la plante, d'observer aussi sa réaction, de ce qu'elle demande, et puis d'y répondre au mieux. Et la vigne va très vite, parce que la vigne, comme tout être vivant, il attend qu'on leur donne la meilleure des choses, les meilleures des choses. Et quand on laisse, pas quand on laisse la nature, mais quand on la favorise de façon positive, rapidement, la vigne, moi en 2 ans de temps, on a vu un changement considérable dans les mous, dans les jus de raisin, et après, bien sûr, en champagne terminé. C'est intéressant, parce que la vigne, c'est comme une plante entre terre et ciel, quoi. Elle interagit vraiment très fort dans ces deux zones-là, quoi. Parce que quand on la fait plonger très fort, on extrait toute la sensualité du terroir. Et puis, la photosynthèse qui améliore qui les arômes, le sucre, etc. C'est-à-dire que les arômes sont persistants et c'est cette fraîcheur qui vient les remettre en bouche en fin de bouche. Et c'est ce qui fait la différence des vins en biodynamie par rapport aux autres. Je crois que si on est là aujourd'hui, tous les trois, c'est grâce aux 2 autres, disons. C'est pas grâce à soi seul. Je pense qu'on ne serait pas là maintenant avec tout ce qu'on a fait s'il n'y avait pas eu les 2 autres pour épauler chacun. Au lieu d'avoir une expérience par an, il y a eu 3 expériences par an. Et à chaque fin d'année, on fait un point. Et donc, les 3 expériences, on les comparait, et dans chaque expérience qu'il y avait, il y a toujours un élément qui ressortait. Donc on reprenait l'élément positif des 3 expériences, et on le reportait sur les autres, voilà, et tous les ans on fait ça. Et on continue à faire ça. Et ça a été... c'est pour ça qu'il faut partager les connaissances,
Il faut pas avoir peur, quoi, avec les collègues, quoi. Les formations m'ont bien aidé et puis j'ai acquis derrière tout ça pas mal d'expérience. J'ai écouté, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Et puis voilà, j'ai fait mon opinion, j'ai travaillé, j'ai essayé. J'ai écouté pas mal de gens. Joli, hein? Carogou. Belle petite, hein? « 1884. Celle-là, un petit peu visitée. On la triera tout à l'heure. Là, on est dans les noirs de Crimée. Heureusement que les limaces en a mangé un bout, elle ne passait pas sur la balance. Dommage. Oh, celle-là, elle va rivaliser, attention, roulement de tambour, 765 grammes. Qui dit mieux? Tomate pas taillée, pas arrosée, qui peut le faire? Qui peut faire mieux? Ah oui, ah ouais. J'ai tout ce qu'il faut. De toute manière, je voulais que je sois un petit peu abrasif parce qu'après les mains en profitent trop. Je sais, madame. Le blé aujourd'hui, c'est le dernier jour de sa vie. Hein. On l'a semé et puis maintenant on le récolte. Voilà le fameux blé. Attention, je vais souffler. Hein. Et voilà. Et voilà le blé. Il est beau. Oui. Il est sec. Il est très sec. Bon, il n'y a pas besoin de papier de crayon. On produit 25 quintaux. L'année dernière, on va produire l'année dernière. Oui. Cette année, il n'est encore pas vendu le blé. L'année dernière, on produit 25 quintaux. On l'a vendu 400 € la tonne. Donc 40 € le quintal. Vous faites, c'est tout simple. Hein. 40 € multiplié par 25 quintaux, ça fait 1000 €. 1000 €. 1000 € de l'hectare de produits. Nous, on n'a pas de charge, à part nos semis d'engrais verts. Donc, vous enlevez 50 € plus l'assurance grêle. Il nous reste, marge brute, 950 € de l'hectare. Vous prenez un conventionnel, cette année, allez, on va dire 80 quintaux. Très bonne année. 80 quintaux à l'hectare. Il le vend 100 € sans blé. La tonne. OK? 80 quintaux, donc 10 € le quintal. 80 quintaux multiplié par 10 €, produit 800 €. Par contre, là, attention. Là, vous retirez minimum... Écoutez-moi bien, minimum 50% de charge à l'hectare de produits chimiques. Donc 800 moins 400, et là, je suis sûr que je suis en dessous. Il reste combien? 400 €. Voilà. Ben oui. Donc voilà, non mais c'est tout simple, c'est un cas de gestion, il n'y a même pas besoin de papier de crayon, c'est tout simple ça. C'est des chiffres ronds, clairs et parlants. Grosse période de travail, bah oui, c'était toute la journée, quoi. Puis le stress, enfin. Énervé, quoi. Énervé tout le temps, quoi. Puis là, maintenant, bah non, tout se passe normalement. Ça se fait bien. Cool. Cool, oui. C'est moins la course au temps, il faut traiter, il faut faire ci, il faut faire ça. Si on le fait pas, ça va pas aller.
Que là, maintenant, ça se passe tout bien, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec l'agriculture d'avant, je vous dis. Parce que, mais enfin, c'est parce qu'on est arrivé à répartir la charge de travail. La charge de travail, elle est là. Il faut pas dire qu'on ne fout rien, qu'on est bougé dans le canapé toute la journée. C'est pas vrai, la charge de travail, elle est là. Par contre, au lieu de l'avoir étalé sur 3 mois, on l'a étalé sur 6-7 mois. Voilà. Oui. Elle est beaucoup mieux répartie. L'agriculture bio, moi je l'ai découverte dans la nature et puis dans des lectures. Hein. Je ne savais même pas que ça existait, moi, quand je me suis installé. Donc il faut qu'on crée tout, si vous voulez. Hein. Les nouveaux assolements, des nouvelles techniques de travail, tout ça. Hein. Donc voilà, il y a du boulot qui est super intéressant. Tout ça c'est que de la création, quoi. Dans le système bio, ce qui m'intéresse le plus et ce qui me plaît le plus, c'est qu'on a une logique. Et de toute façon, si on n'est pas logique, le système nous le rappelle à l'ordre immédiatement. Vous êtes bien obligé de faire des rotations pour éviter le salissement des céréales, de remettre un coup d'herbe pour couper, pour renettoyer tous les céréales, puisque de toute façon les champs, au bout de quelques années, ils finissent quand même par se salir. Donc un coup de temps en temps, remettre une paire d'années d'herbe pour renettoyer le pré, renettoyer le champ au niveau des mauvaises graines, et puis reposer un peu la terre. C'est des choses qui reviennent obligatoirement. Ça là, on ne peut pas y échapper. C'est vrai que les nouvelles techniques avec les désherbages, avec les associations de graminées et de légumineuses permettent d'allonger les cycles d'exploitation dans les terres, mais de toute façon, on revient quand même à une logique. L'avantage d'une plante comme ça, c'est que vous en mettez 2 kg hectare. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de... je veux dire, le volume de graines est ridicule. Donc pour l'agriculteur, c'est très facile à stocker et ça ne lui prend pas un gros volume dans son hangar. Et il est complètement indépendant, il n'est pas toujours obligé de passer par les marchands. Ça, c'est très important dans l'agriculture de demain que les agriculteurs retrouvent leur indépendance. On les a trop enfermés dans un modèle où ils sont complètement captifs, quoi. Et il faut qu'ils retrouvent leur liberté. Et ça, ces techniques-là les aident beaucoup dans ce type de démarche. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus complexe. Il faut des agriculteurs très bons sur le plan technique parce qu'il faut connaître la rotation de leur culture plus la rotation des cultures intercalaires. Donc il a 2 rotations emmêlées l'une dans l'autre. Par exemple, il ne faudrait pas derrière ça s'amuser à faire un colza parce que c'est déjà une crucifère. Si vous remettez encore une crucifère, il y aura des maladies. Donc il faut que l'agriculteur chaque fois pense, je mets un couvert, derrière je vais avoir telle culture. Mais en même temps, c'est beaucoup plus passionnant pour l'agriculteur plutôt que de faire du NPK, puis blé sur blé sur blé, ou maïs sur maïs sur maïs. Au moins, il joue avec les saisons, avec son sol, ça rend le métier beaucoup plus passionnant. Il faut réapporter ces fondamentaux de l'agriculture biologique et paradoxalement, on va lui redonner du temps. Un autre regard sur le végétal et le sol, quoi. Il n'y a pas d'antinomie là-dessus, quoi. C'est pas revenir en arrière, c'est ça le progrès, quoi. C'est se baser sur ce que la nature a mis en place en termes de coévolution pendant toutes ces millions d'années, s'appuyer là-dessus pour mettre des produits modernes qui puissent être bien plus efficaces sans générer de pollution et de phénomènes de résistance. Ce qui a manqué dans l'agriculture biologique, c'est vraiment de la recherche. Et je pense qu'il y ait des fermes expérimentales comme l'INRA ou des fermes de lycées agricoles qui se sont mis en partie en bio, en partie ou en totalité, va beaucoup nous aider. D'abord, ce qui est donc INRA sur la recherche et ce qui est lycée, ça va permettre à des jeunes de voir les 2 formes d'agriculture. Et de le faire au niveau des jeunes, ça sera quand même quelque chose de bien parce qu'il y a trop longtemps qu'ils n'ont que le système conventionnel. On souffre du manque de recherche en viticulture, ou même en agriculture, je suppose. Et là, c'est dommage parce que quand on voit les sommes astronomiques qui sont mises dans le domaine classique, mais bien sûr par les firmes phytosanitaires, c'est-à-dire par des entreprises privées qui sont mises en jeu pour la recherche, si nos organismes professionnels en dégageaient une petite partie dans toutes les cotisations qu'on verse partout, je pense qu'on pourra avancer efficacement. Comment la nature, elle, est durable, comment elle fonctionne, puisqu'elle fonctionne avec une grande durabilité, puisqu'on a des systèmes vivants sur Terre qui ont plus de 150 millions d'années, qui ont donc fait leur preuve de leur durabilité. Donc si on veut faire une agriculture durable, il faut s'inspirer de ces modèles. C'est non pas imposer, comme on le fait depuis 100 ans,
un modèle où on résume le sol à un espace physico-chimique, mais il faut qu'on comprenne que le sol est avant tout un milieu vivant et comprendre quels sont les différents groupes d'organismes et leur importance dans la durabilité du fonctionnement sol. Donc ça suppose de lancer des équipes sur les champignons, sur les bactéries, sur les actinomycètes, sur la faune du sol, etc. Mais pas, je pense aussi pas que ça, parce que comme tu disais, la nature est extrêmement généreuse et à l'heure actuelle, je pense que la recherche pourrait aussi, vu le réchauffement de la planète, vu certains problèmes qu'on a à l'heure actuelle, s'inspirer du potentiel qu'a la nature, c'est-à-dire refaire des sélections de certaines plantes ou de certaines même animaux qui pourraient permettre de rester sur la nature et de ne pas faire, par exemple, des OGM ou des choses comme ça. On pourrait, la nature est extrêmement riche et on l'utilise à très peu de pourcents.